Bonsoir à tous. Donc, notre intervenant du jour sera le docteur Guillaume Ducot, médecin anesthésiste et réanimateur. Il travaille à Purpan et aussi sur le site de l'Oncopole. Excusez-moi. De plus, il est aussi coordinateur régional du prélèvement d'organes et de tissus. Et pour finir, il a aussi été diplômé du master éthique qui organise ce séminaire. Donc voilà, Monsieur Ducot, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vous représente mes excuses personnelles parce que c'est moi qui avais un problème de liaison. Et donc, je vous remercie d'avoir patienté. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir sur un sujet qu'on va réduire ensemble au fur et à mesure, qui est la réanimation et le don d'organes dans le contexte de pandémie actuelle que notre société traverse. Tout d'abord, il me semble nécessaire de parler de réanimation en dehors d'une pandémie. Je commencerai par un tout petit peu d'histoire. La première description de la réanimation médicale, en tout cas la première fois que l'on parle de réanimation médicale, c'est dans un livre éponyme du professeur Hamburger, professeur Hamburger connu à double titre comme étant le père de la transplantation rénale en France et aussi le père de Michel Berger, le chanteur. Ce monsieur a donc créé la notion en France de réanimation médicale qui nous vient directement des pays scandinaves. Il faut voir que déjà, la création de la réanimation médicale à ce moment-là répondait à une notion d'urgence pandémique qui était une pandémie de poliomyélite. En effet, la polio, c'est une maladie virale qui entraîne une défaillance respiratoire d'origine neurologique, c'est-à-dire que les patients atteints n'ont plus la commande neurologique qui leur permet de respirer correctement. Mais on s'est aperçu aussi rapidement qu'en assistant la ventilation de ces patients pendant la phase la plus grave, on pouvait passer le cap et donc permettre une survie qui n'était pas permise sans des moyens invasifs très lourds. Et donc, on a commencé à partir de l'année 53 en France et donc du début des années 50 dans le reste de l'Europe à se préparer à faire des services de réanimation médicale, notamment en France. Donc, les premiers ont été créés, il y en avait 6 en France, l'historique étant à l'hôpital Claude Bernard à Paris. Mais Toulouse était doté d'un ce qu'on appelait à l'époque un bloc de réanimation respiratoire, qui est toujours le nom historique des réanimations du CHU de Toulouse, le BRR. Et ce qui est assez drôle, c'est que on a créé des réanimations en France et nous n'avons jamais eu l'épidémie de poliomyélite qui s'est arrêtée aux frontières. Bref, à partir de 1950, donc 1953, on s'aperçoit de la nécessité d'utiliser une médecine beaucoup plus technique, beaucoup plus invasive, et donc corrélée à des moyens techniques et humains différents. C'est aussi l'émergence, on parlait du professeur Hamburger au titre de la greffe rénale, c'est aussi l'émergence de solutions techniques médicales innovantes qui permettent de prendre en charge des organes vitaux, des défaillances d'organes vitaux, chose qui était complètement inimaginable avant. Donc, on parle de ventilation assistée, c'est-à-dire le fait de mimer la ventilation thoracique et de pouvoir oxygéner des patients qui sont en détresse respiratoire, c'est le cas du Covid. On parle d'épuration extra-rénale, c'est-à-dire la dialyse, des choses qui n'existent pas dans les années 50. On parle aussi d'antibiothérapie très lourde pour combattre ce qui est à ce moment-là la première cause de mortalité en France et dans le monde, qui est la maladie infectieuse. Et au final, la réanimation médicale, de par son existence et sa création, va concourir à toute une démarche médicale qui naît donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 80, qui est un tournant curateur de la médecine. C'est-à-dire que la médecine, jusque-là très hippocratique, qui avait surtout vocation à accompagner le patient, se retrouve en possibilité technique pour la première fois de guérir le patient. Tellement que les éditoriaux scientifiques des années 60-70 posent ouvertement la question de savoir de quoi on va bien pouvoir mourir à l'heure de la réanimation. Si on est capable de remplacer tous les organes vitaux, on se demande quelle va être la cause de la mortalité.
Pourtant, les réanimateurs, très rapidement, se sont aperçus que s'ils arrivaient à redonner du pronostic vital à des patients qui n'en avaient pas en l'absence de réanimation, se retrouvaient quand même confrontés à une mortalité extrêmement élevée de leurs patients. À ce jour, il faut comprendre que la mortalité, en réanimation tout venant est supérieure à 25%. Ça veut dire que techniquement, un patient sur 4 qui rentre en réanimation n'en sort pas vivant. De plus, la réanimation, du fait à la fois de l'état d'altération dans lequel les patients y rentrent, plus toute la médecine technique invasive avec des intubations, avec des cathéters, avec des dialyses, etc., entraîne des souffrances au sens large et une morbidité, ce que nous appelons en médecine une morbidité. C'est-à-dire que, certes, la survie est un outcome important, une cible importante, mais de plus en plus actuellement, on s'aperçoit aussi que la qualité de survie en réanimation et après la réanimation est extrêmement entamée, avec à la fois des symptômes organiques et des patients qui, pour un certain nombre, ne retrouveront jamais leur état antérieur à la réanimation, que ce soit sur des notions d'autonomie, notamment chez la personne âgée, mais aussi sur les capacités organiques, respiratoires, rénales, mais aussi physiques, la réadaptation à l'effort, et enfin, toute une dimension que nous pourrons, si vous voulez, explorer un peu plus lors de la séance de questions-réponses, une dimension cognitive, psychiatrique, psychologique et donc sociétale, avec l'émergence d'une maladie que nous appelons le délirium de réanimation, qui est un syndrome confusionnel qui grève le pronostic, qui aggrave le pronostic, mais qui est aussi et surtout le substratum d'une souffrance importante pour les patients, souffrance psychologique, souffrance qui peut être prolongée dans le temps en sortie de réanimation et qui, pour un nombre non négligeable d'entre eux, notamment les plus vulnérables, peut s'assortir de troubles cognitifs qui ne seront pas réversibles après la réanimation. Donc on voit tout ça pour illustrer le fait que la réanimation, c'est un virage de vie. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'on sort de réanimation pas indemne, même si on en sort guéri de la maladie organique pour laquelle on y a été admis. Ce psychotraumatisme, au sens large, il s'applique aussi aux familles des patients admis en réanimation, avec un retentissement social important. 70% des familles de patients hospitalisés en réanimation éprouvent des symptômes d'anxiété et ou de dépression, 35% un syndrome de stress post-traumatique, et cette gravité psychologique, elle est maintenue jusqu'à 1 an après la sortie de réanimation. Je vous rappelle que le syndrome de stress post-traumatique, c'est une maladie grave, invalidante socialement, assortie de phobie sociale, qui entraîne un absentéisme professionnel, une perte de rémunération. C'est donc en cascade un impact sur toute une cellule familiale et donc de ce fait-là sur la société. Voilà pour une première chose qui me paraît extrêmement importante vu la qualification de mon auditoire, c'est qu'est-ce que c'est que la réanimation en pratique une fois sorti des images de patients en décubitus ventral sur CNews et BFM TV. Il y a une deuxième chose dont on a parlé, et ça ce sera le cœur du topo, c'est quel est le cadre décisionnel et quel est l'impact de la pandémie sur le cadre décisionnel de la réanimation. C'est ça qui anime les questionnements sociétaux actuellement. Donc, il est important pour moi de vous situer le cadre moral et légal dans lequel nous exerçons avant la pandémie. En France, je n'informerai personne de ça. Le cadre décisionnel médical, il est centré autour de la valeur de la vie individuelle représentée par la notion de dignité. Okay, il faut bien voir que la décision en médecine et en réanimation,
c'est du lot quotidien. C'est-à-dire que le métier de médecin, contrairement à ce que croient les jeunes médecins en cours de formation et à ce que croient un certain nombre de gens, le métier de médecin n'est pas de connaître, d'avoir des connaissances. Bientôt, l'intelligence artificielle fera ça bien mieux que nous. Mais le métier du médecin reste et restera, à mon sens, celui de décider. C'est déjà ce que disait Hippocrate, mais Hippocrate était un peu plus gêné dans la mesure où il avait beaucoup moins de moyens thérapeutiques que nous. Donc il faut bien voir que de tout temps, des décisions médicales ont été prises en réanimation. Il y a 3 dates qui sont importantes. La première, c'est 2001, l'étude d'Édouard Ferrand, qui s'appelle l'Atarea, qui pose un état de fait des décisions en réanimation. C'est un papier qui a fait un des plus grands journaux de médecine, le Lancet, et ça a été un peu un pavé dans la mare, parce que alors même qu'en France, en 2001, il n'y a pas d'encadrement légal sur la décision en médecine, le seul encadrement légal pouvant être la non-assistance à personne en danger, Édouard Ferrand montre que la moitié à peu près des décès en réanimation sur le sol français sont précédés d'une décision de limitation ou d'arrêt des traitements. Ah, ça veut dire que des médecins décident en conscience d'arrêter des traitements pour des patients qu'ils jugent dépassés, pour lesquels ils jugent qu'il n'y a plus de bénéfice. Et c'est dans la droite ligne de cette publication que va être voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale, ce qui est assez rare pour être noté, la loi Leonetti de 2005. La loi Leonetti de 2005, elle donne, si vous voulez, le droit aux médecins et plus particulièrement aux réanimateurs d'arrêter les traitements. Elle leur donne non seulement le droit, mais elle leur donne le devoir, au titre de la non-obstination déraisonnable, le devoir de limiter les traitements, voire de les arrêter, quand les espoirs de survie sont devenus vains, et donc que le maintien de la survie est devenu déraisonnable aux yeux de la dignité individuelle du patient. Vous savez que cette loi, alors, il y a ceux qui pensent qu'elle va trop loin, et il y a ceux qui pensent qu'elle ne va pas assez loin. Donc, cette loi a été révisée en 2016, après beaucoup de discussions, et là, on voit que déjà le beau consensus de la loi Leonetti se brise, car la loi Claes-Leonetti du 2 février 2016, qui est donc le cadre légal et moral dans lequel nous exerçons depuis 2016, ne s'est pas votée à l'unanimité. Juste pour rappel, cette loi, outre le fait de rappeler le devoir du médecin à s'intéresser à la dignité de son malade et donc à lui proposer un projet de soins singulier qui aille, donc qui peut passer par une limitation ou un arrêt de traitement, elle ouvre aussi un nouveau droit qui est le droit à mourir, le droit à la sédation, droit à mourir dans la dignité, c'est l'intitulé de la loi, et droit à la sédation profonde et continue, maintenue avec altération de la vigilance, maintenue jusqu'au décès. Ça veut dire que tout patient en fin de vie, d'autant plus que ce patient a des symptômes d'inconfort, doit être, c'est un devoir médical, endormi de manière à ce que sa fin de vie se passe dans la dignité. Toutes ces décisions, ces lois ont rappelé que la décision devait être centrée sur la dignité, et donc la dignité en France pour le médecin, c'est d'abord le respect de l'autonomie du patient. Le respect de l'autonomie du patient, c'est le recueil de sa volonté. Si le patient n'est pas interrogeable, ce qui est plus de 90% des malades admis en réanimation, ce sont ces directives anticipées qui nous disent quelles sont ses volontés. En 2015, 4% des malades de réanimation avaient des directives anticipées. Et en l'absence de ces deux situations, c'est le médecin qui est responsable de la décision, après une procédure collégiale qui est définie par la loi, on pourra y revenir, mais il faut que j'avance un tout petit peu. Et donc, la collégialité devient le garde-fou éthique de la décision avec la traçabilité.
Voilà, donc ça c'est important. La chose à répéter, parce que je dis peut-être des mots un petit peu trop jargonneux médicaux, la chose qui est importante à retenir, à mon sens, dans ce cadre moral, c'est que la société française, en 2005 puis en 2016, demande aux médecins de décider en fonction de la dignité du malade, ça c'est le grand chapeau, et cette dignité, elle est définie d'abord par le respect de son autonomie, elle doit être garantie par le recueil de ses volontés et par l'aspect collégial visant à éliminer l'arbitraire de la décision, et elle doit être tracée au dossier médical. Voilà. Vous remarquez que, et c'est même dit dans le texte de loi, nulle part n'émerge de notions conséquentialistes ni utilitaristes, et notamment, il est bien répété dans les lois que la valeur de la vie, c'est la dignité, et qu'on ne peut concevoir de valeur en termes de prix, ni d'utilité sociale qui fasse prédominer quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Ça, c'est en 2016, quand la réanimation reste un endroit caché, je vais y revenir, et où nous vivons dans l'illusion d'un pays extrêmement riche avec la meilleure santé du monde, auquel il ne peut rien arriver. Donc, arrive désormais janvier-février 2020, et cette épidémie dont tout le monde a bien entendu parler, et qui, moi, met mon métier de réanimateur au centre du débat. J'ai titré cette partie, la réanimation devient un enjeu sociétal visible. Là, je reprendrai un peu la réflexion de Philippe Ariès autour de la mort en France et du fait que la mort a été sortie du champ sociétal et social pour être repoussée dans des endroits où on ne souhaite plus la voir. Avant cette pandémie, la mort, on la voit à la télé, on la voit en Syrie, on la voit en Méditerranée, on la voit dans des circonstances souvent affreuses, mais la mort proche, le deuil, le glas qui sonne, le crêpe noir, tous ces rites, alors je ne suis pas particulièrement religieux personnellement, mais tous ces rites qui rythmaient la notion de mort et qui donnaient une visibilité sociétale à la mort ont disparu. Et donc, la mort est notamment repoussée à l'hôpital. À l'hôpital, il faut bien voir que sur les études épidémiologiques, la réanimation rencontre à peu près entre un Français sur 4 et un Français sur 3 dans la semaine qui va précéder son décès. Ça veut dire que les gens en France décèdent en réanimation ou juste après et en EHPAD. Voilà. Ce sont les deux endroits où les gens décèdent en termes de volume. Et donc, on se retrouve maintenant dans une dimension où chacun veut comprendre, chacun veut savoir et surtout chacun veut accéder à une forme de pensée magique, c'est-à-dire qu'il y aurait un monde où on n'a pas accès à la réanimation et où on décède nécessairement abandonné par le système, et un monde, celui de la réanimation, où l'on survivrait juste par le fait d'avoir franchi les portes de la réanimation. Et malheureusement, vous avez compris que ça n'est pas le cas et que de blanc et de noir, il n'y a pas. Par contre, une palette de gris très importante. Donc, on s'est retrouvé maintenant dans une situation où les expertises de tout poil fleurissent, où on nous explique que, mais comment ça, des réanimateurs décident? De quel droit des réanimateurs décident? J'ai essayé de vous expliquer le droit, entre guillemets, ce que disait le droit de manière antérieure à la pandémie. Et donc, qu'est-ce que la décision médicale à l'heure de la pandémie? À mon sens, nous avons une société et une demande de la société
en tout cas antérieure à cette pandémie. Il faudra peut-être, et c'est mon point de vue personnel, réviser très largement ce que la société veut pour elle-même à la lumière de cette pandémie. Mais actuellement, nous exerçons dans le cadre moral de la loi Claes-Leonetti. Et donc la loi Claes-Leonetti, à aucun moment, ne parle, comme nous le disions, de conséquentialisme ni d'utilitarisme. La question, à mon avis, princeps, est, à situation exceptionnelle, doit-on utiliser un paradigme de pensée, de décision médicale exceptionnel? Moi, j'ai vu fleurir des choses très bien faites. J'ai notamment un souvenir d'un décodeur du Monde extrêmement bien fait, qui explique complètement une gestion conséquentialiste de l'admission en réanimation. J'ai 5 patients à prendre, j'ai 2 places, j'ai un retraité, j'ai un policier alcoolique, j'ai une infirmière, j'ai une institutrice et j'ai un cuisinier au chômage. Et donc, lequel vais-je prioriser? Est-ce que c'est le premier arrivé, premier servi? Est-ce que c'est celui pour lequel j'ai le plus de chances de réussite, c'est-à-dire un gain maximal? Est-ce que c'est celui qui a le plus d'espérance de survie ou de durée de survie, ce qui entérine le concept de mort acceptable, c'est-à-dire que si j'ai 80 ans, que j'ai une espérance de survie de 6 ans, eh ben, ma mort est plus acceptable que celle de quelqu'un de 25 ans qui a 60 ans d'espérance de vie? Ou est-ce que tout simplement, il est plus important de réanimer le policier ou l'infirmière du fait de son utilité sociale et de son utilité dans la gestion future de la pandémie? Et vous voyez, bien sûr, donc ce topo était super bien fait, ça durait 8 minutes, mais il aurait été, à mon sens, parfait pour un pays anglo-saxon. C'est-à-dire qu'à aucun moment ne rentrait la seule valeur que la loi Claes-Leonetti nous demande de suivre, qui est la valeur de dignité humaine. Et donc, vous voyez que beaucoup ont des idées tout à fait préconçues sur l'allocation d'une ressource qui devient, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'espère que vous l'avez tous compris, la ressource de réanimation, on en parle, hein, on n'a jamais autant parlé des lits de réanimation en France. La ressource de réanimation, elle est trop faible pour pouvoir espérer prendre en charge tous les patients qui le nécessitent en même temps. Donc, la question qui s'est posée a été de savoir s'il fallait changer de paradigme. Et là, pour le coup, moi, à titre personnel, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de faire la revue de presse quotidienne depuis mars, mais j'ai trouvé les rapports à la loi Leonetti et Claes-Leonetti anecdotiques, voire absents complètement. C'est-à-dire que les intervenants, qu'ils soient journalistes, médecins et souvent des médecins d'ailleurs plutôt loin du terrain de la réanimation, nous ont donné des critères de choses à faire sans connaissance du terrain et sans connaissance du cadre d'exercice légal. Donc la vraie nouveauté pour moi, c'est que la société s'aperçoit que les médecins prennent des décisions. La société s'aperçoit enfin que les médecins prennent des décisions et notamment que les réanimateurs prennent des décisions qui peuvent engager le pronostic vital. Voilà. Donc la question, c'est de savoir, ça c'est facile à dire, de dire notre cadre d'exercice est celui de la dignité et donc il nous faut continuer à exercer dans ce cadre. Mais il y a des situations dans lesquelles ça n'a pas été possible. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est l'exemple de l'Italie, et notamment de l'Italie du Nord, la Lombardie, qui a quelque temps été le 2e pays le plus touché du monde concernant cette épidémie. Il faut bien voir que, encore une fois, en France, à ce moment-là, l'épidémie ne nous avait pas frappé de plein fouet. On a préféré considérer l'Italie, parce qu'on est français, donc on est un peu meilleur que les autres, hein, avouons-le nous, on est les plus forts, on est les plus beaux, et l'Italie est un pays pauvre. Voilà. Hein, donc on a voulu croire que l'Italie n'était pas assez dotée
de lits en réanimation et que c'est pour ça que Bergame, Milan, Turin souffraient. La réalité est tout autre. La Lombardie est une région richissime, extrêmement bien dotée. C'est la région qui a le plus souffert. Et la Lombardie est mieux dotée que la région Occitanie, par exemple, en lits de réanimation. Voilà, pour vous faire le comparatif. Eh bien, les Italiens ont publié des recommandations que j'ai relues pour vous il y a pas longtemps, au plein cœur de l'épidémie, où les sociétés savantes de réanimation italiennes assumaient pleinement la notion de le fait de passer devant la notion de dignité humaine. Alors, il n'y a pas l'encadrement légal de la loi Claes-Leonetti en Italie, hein, mais ils mettaient devant les principes de justice et d'allocation des ressources. Donc, on est dans le grand principe de la justice, mais d'allocation des moyens. Et donc, ils ont fait des propositions extrêmement fortes basées sur de la médecine de classe, en fait, hein, et notamment en proposant de ne pas proposer de réanimation invasive et notamment d'intubation à des patients âgés avec un âge pas fixé, mais variable en fonction des ressources disponibles. Donc, moins il y a de ressources, plus l'âge est bas. Et on s'est retrouvé avec des propositions de ne pas intuber des patients de plus de 65 ans. Donc 65 ans, moi c'est l'âge de ma mère, hein, personnellement, alors je suis probablement un peu plus vieux que mon auditoire, mais on ne peut pas dire que ce soit des super vieux en France en 2020 à 65 ans. La plupart sont encore actifs. Certes, c'est la définition OMS du troisième âge, mais l'Organisation mondiale de la santé, elle s'occupe du monde. Donc vous comprenez bien que dans le tiers-monde et dans le quart-monde, l'espérance de vie, quelqu'un qui atteint 50 ans est déjà un grand vieillard. En France, on est plutôt sur l'ordre de 85 à 90 ans. Ça, c'est une proposition qui a été faite donc par le Collège des réanimateurs italiens. Pourquoi cette proposition? Parce qu'il faut bien voir que ce que mes collègues italiens et du Grand Est, Colmar, Mulhouse, Strasbourg, ont vécu, c'est une situation de guerre. C'est-à-dire des malades gravissimes, tous avec des indications de réanimation, qui arrivent par wagon, avec des soignants démunis qui savent qu'ils n'ont pas les moyens techniques d'offrir le traitement optimal à chacun des patients. Donc là, encore une fois, il me semble que les Italiens ont un tout petit peu changé de paradigme, ce que nous avons essayé de ne pas faire, et je vais vous raconter comment, en mettant en un la justice distributive, l'allocation des ressources, l'allocation des moyens, et seulement après, la dignité de la personne humaine à titre individuel. Il faut voir aussi que l'absence d'encadrement de ces décisions a entraîné une souffrance majeure de l'autre humain de la relation de soins, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'humain soigné, mais vous le savez, il y a historiquement dans la définition de la relation soignant-soigné un pôle autonomie, un pôle hétéronomie. Hétéronomie, attention, parce que stricto sensu, c'est 1 sur autonomie. Moi, je parle plutôt d'autonomie du soignant. Il y a l'autonomie du patient, mais le soignant est une personne humaine aussi. Et donc, en cela, il a une autonomie. Et je vous laisse imaginer, le principe d'épuisement décisionnel est un principe psychologique qui commence à émerger et qui, à mon avis, émergera après cette pandémie-là. Mais je vous laisse imaginer l'état psychologique, mental, nerveux des soignants et des médecins en particulier qui ont dû passer leur journée, leur nuit surtout, à prendre des décisions de limitation ou d'arrêt de traitement, pas du fait du bénéfice ou de l'absence de bénéfice escompté pour l'individu qu'ils ont en face d'eux, mais du fait qu'ils n'aient pas les moyens techniques de proposer une solution bénéfique pour ce patient. Dans ce cadre-là, la décision française, ça a été plutôt, et nous, notre stratégie locale,
ça a été d'ouvrir au maximum l'assiette des places de réanimation. C'est-à-dire qu'en Italie, ils l'ont fait, mais rapidement, ils se sont retrouvés coincés. Nous, on a réussi. Alors, il y a probablement des décisions qui ont été prises dans le Grand Est. Mais c'est vrai que rapidement, les malades du Grand Est ont pu être transférés vers des régions qui étaient beaucoup moins touchées. C'était notre cas. Hein. Nous n'avons pas été soumis à la première vague. La première vague, en vrai, elle a touché le Grand Est et la région parisienne. Voilà ce qui a pu permettre d'ailleurs au professeur Raoult de nous expliquer que le Covid n'existait plus parce qu'il n'existait plus à Marseille. Mais la réalité, c'est que la circulation virale a été extrêmement faible en France, en dehors du Grand Est et de Paris, du fait de clusters, et que la deuxième vague est beaucoup plus problématique du fait d'une circulation virale sur tout le territoire français à des niveaux comparables. On n'est plus dans une logique de cluster, on est dans une logique de marée montante. Et donc, l'idée locale, nous, ça a été d'augmenter l'assiette de lits de réanimation, donc en créant de nouveau des lits de réanimation, en arrêtant, ça a été une démarche nationale aussi, en arrêtant toute la chirurgie programmée et en formant. Lors de la première vague, nous avons fait une entreprise majeure de formation, on va dire un Reader Digest de la réanimation pour des personnels de santé qui n'en avaient pas fait depuis longtemps et qui allaient s'y retrouver exposés. Je fais là un aparté. On entend dire beaucoup, au lieu de donner des sous à ci, à mi, pourquoi on a besoin de 15 000 places de réanimation en haut du pic? Pourquoi ne pas créer 10 000 places de réanimation? Vous faites 2 hôpitaux avec 10 000 lits, on met tous les malades dedans et c'est super, on réanime tout le monde. Former un réanimateur, c'est 7 ans de médecine, 5 ans d'anesthésie-réanimation ou de réanimation médicale, et là, on est bébé docteur, donc c'est 12 ans de formation. Former une infirmière, c'est 3 ans. Une spécificité de réanimation s'acquiert en moyenne, en médiane, en 18 mois. Donc vous voyez, pour former un personnel de réanimation, c'est au moins 18 mois s'il est formé à autre chose, c'est 4 ans et demi sinon. Donc, il n'y a pas de solution trouvable en 3 mois. Voilà. Outre les problèmes matériels, techniques que ça engendre, je ne parle là que de l'humain. Donc, nous avons eu la chance de ne pas être touchés de plein fouet par la première vague, et donc l'ouverture de l'assiette collective du nombre de lits de réanimation a permis non seulement de passer la vague locale, mais aussi d'être en aide des régions parisiennes et du Grand Est parmi ces norias de patients qui ont été transférés, notamment par TGV ou par évacuation sanitaire aéroportée, comme vous avez pu les voir à la télévision. Voilà. Comment nous sommes-nous préparés à la deuxième vague? La deuxième vague, on savait qu'elle allait nous toucher plus durement du fait, comme je vous l'ai dit, de la circulation virale, c'est-à-dire que chacun allait avoir ses clusters, et même les premiers clusters ont été pour la plupart intra-hospitaliers. Donc on a travaillé sur plusieurs axes. Le premier, c'est un axe en amont de l'hospitalisation auprès des personnes vulnérables. Et là, je voudrais tirer mon chapeau et vous faire part de ce qu'ont fait nos collègues gériatres sur toute la grande région Occitanie. Ils ont fait un travail formidable de visite dans les EHPAD. Donc, je vais prendre comme exemple cette catégorie de patients vulnérables que sont les personnes âgées, admises en EHPAD. Et donc, entre mars et août, les médecins coordonnateurs d'EHPAD, aidés des médecins gériatres du CHU, ont interrogé les patients qui étaient interrogeables sur leurs souhaits concernant une éventuelle atteinte par le Covid. Et donc, tous ces patients vulnérables se sont vus proposer, pour ceux conscients et compétents, des projets de soins avec des décisions partagées. Pour ceux non compétents, c'est-à-dire pour la plupart atteints de troubles cognitifs sévères, autour de la vie de la famille, se sont vus proposer des projets de soins, ce qui a permis déjà d'éviter un afflux massif, comme ça a été le cas lors des clusters en EHPAD, où les EHPAD étaient évacués en fait. Où les EHPAD étaient évacués, là, chaque patient avait un petit peu son projet de soins, et il y a eu une attention très importante portée sur les premiers malades, de manière à
évacuer les premiers malades pour éviter la réalisation de clusters. Pour autant, il y a quand même eu 600 ou 700 malades de mémoire dans les EHPAD de l'ex-région Midi-Pyrénées sur cette deuxième vague. Donc c'est un chiffre monstrueux, c'est, je crois, près de la moitié des malades, des patients hospitalisés en EHPAD. Ensuite, en aval, outre l'ouverture du capacitaire, qui s'est faite, et là on y reviendra, dans la deuxième vague, la problématique a été aussi le maintien d'une activité programmée, parce que ce qu'on a vu lors de la première vague, où clairement on a sidéré toutes les activités programmées médico-chirurgicales dans tous les hôpitaux de France. Comme le disait M. Maury, moi j'exerce à cheval entre la réanimation de Purpan, et, qui est une réanimation surtout traumatique, mais tout venant, et la réanimation de l'Oncopole, qui est plutôt centrée autour du cancer. On a vu, en sortie du premier confinement, des choses qu'on ne voyait plus depuis 30 ans. C'est-à-dire des maladies portées à un degré d'évolution du fait du confinement et du message qui avait été porté auprès de tout le monde, n'allez pas à l'hôpital, n'allez pas à l'hôpital. Et c'est vrai qu'on a vu des gens avec des maladies extrêmement évoluées, dans des états catastrophiques. On a eu un rebond de mortalité post-Covid de maladies pas du tout liées à la maladie Covid. Et voilà. Et donc, on s'est retrouvé à tout prix à vouloir éviter ça, parce que dans la notion d'allocation des ressources et de justice, tout n'est pas Covid. Et donc, il y a aussi tous les patients non Covid, et je ferai un bref aparté à la fin sur la notion de don d'organes et de greffe d'organes dans ce contexte-là. Donc, en aval, outre l'ouverture du capacitaire, ce que nous avons fait localement, et ça c'est assez novateur pour être cité, c'est nous avons mis en place des réseaux via des messageries privées que vous connaissez tous, comme WhatsApp par exemple, des réseaux de toutes les réanimations locales, de toute la région Midi-Pyrénées, privées et publiques. C'est-à-dire que moi, je suis informé 2 fois par jour de tout le capacitaire régional en place disponible, Covid et non Covid. Voilà. Et l'idée stratégique, donc coordonnée à l'échelle régionale par le professeur Fourcade, qui est commandant sanitaire de la région Midi-Pyrénées, l'idée étant que jamais aucun centre de l'ex-région Midi-Pyrénées, et au sens large de l'Occitanie, c'est-à-dire de Languedoc-Roussillon aussi, ne se retrouve dans la situation d'avoir à changer ses habitudes de décision du fait d'un défaut de capacitaire. Et jusque-là, ça a très bien marché, c'est-à-dire que nous avons transféré moult malades en fonction des sites, et notamment entre les régions de Nîmes et d'Alès qui ont été très touchées du fait de clusters locaux. Nous avons hospitalisé, je crois, 8 patients nîmois et 3 d'Alès sur le Grand Toulouse et la grande région, hein, Cahors, etc., pour permettre de décharger ces structures-là et pour permettre que des over-décisions, c'est-à-dire des décisions qui n'auraient pas été prises en situation normale, se retrouvent à être prises pour des causes d'allocation des moyens. Et nous avons aussi travaillé à l'admission, à l'admissibilité et à la décision médicale, parce que tout ce que je vous dis là, nul n'est censé ignorer la loi, mais force est de constater que la société ignore la loi Claes-Leonetti, et vous savez quoi, je suis désolé de vous le dire, mais la société médicale ignore la loi Claes-Leonetti aussi. Donc, il a fallu la lui rappeler. Et donc, tout le travail que nous avons mené avec la cellule éthique Covid-19, émanation du comité d'éthique hospitalier, que j'ai co-organisé avec le professeur Bettina Couder et le docteur Nathalie Nasr, à l'échelle du CHU entier, nous avons, pendant toute cette période de veille, entre guillemets, entre les deux vagues, produit, et d'ailleurs, Madame Bastiani a participé, a été très active dans cette cellule éthique Covid-19, c'est-à-dire que nous n'avons rien fait. Cette cellule éthique Covid-19 étant l'émanation du comité d'éthique hospitalier, elle est la représentation de la société civile à l'hôpital. Et donc, nous avons cherché à acculturer le monde hospitalier
à la décision et aux tenants de la décision, l'idée étant de pouvoir soulager nos collègues s'ils se retrouvaient dans la situation du Grand Est à devoir multiplier les décisions et enchaîner décision sur décision sur décision sur décision. Vous comprenez bien qu'à la 15e décision prise par la même personne dans un intervalle de temps restreint, on peut douter que toutes les valeurs éthiques aient été pondérées aussi bien que la première fois. Voilà. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que la 15e décision soit tout autant éthique, c'est-à-dire qu'elle réponde aux mêmes valeurs et au même encadrement que la première. Donc pour ça, nous avons publié des ressources, publié des messages, des fiches, test sur la vulnérabilité, l'autonomie, la collégialité. Nous avons aussi publié des algorithmes, alors sans parler d'algorithmes décisionnels, mais c'est surtout, n'oubliez pas la collégialité, c'est pas parce que vous avez 5 décisions à prendre que vous devez les prendre seul, et donc des moyens, des ressources locales, j'entends sur le site de l'hôpital Purpan, mais aussi sur le site de l'hôpital Rangueil ou sur le site de l'Oncopole, pour savoir, moi, quand je suis en cœur de nuit à 3 heures du matin, qui je peux appeler pour que cette décision, elle soit collégiale, elle sera de ma responsabilité médicale, mais quelle la collégialité et surtout s'entourer des experts. Et donc, je dois encore une fois saluer le travail de nos collègues gériatres qui se sont rendus disponibles, de nos collègues de l'équipe mobile de soins palliatifs qui se sont aussi rendus disponibles pour évaluer des patients jeunes mais avec des vulnérabilités. Et tout ça a permis de préparer une situation qui n'est jamais venue. La réalité de cette deuxième vague, c'est que à la fois notre préparation locale, mais aussi, et je pense surtout, les mesures sociétales de lutte contre la circulation virale, j'entends le confinement, mais surtout, et j'en suis désolé pour mon auditoire le plus jeune, le couvre-feu. C'est quand on regarde les études épidémiologiques, ce qui probablement casse le mieux la circulation virale et ce qui a eu le plus d'impact, c'est le couvre-feu. Effectivement, nous, on a vu des impacts, si vous voulez, des mesures sociétales très rapidement après le début du confinement, c'est-à-dire 4 ou 5 jours après, et donc ça n'est pas le confinement qui explique ça, vu que le délai entre les mesures et la baisse des admissions en réanimation, il est au minimum de 15 jours. Pour ça, il a été très bien modélisé sur le plan épidémiologique. Donc, la réalité pour la réanimation, c'est que c'est le couvre-feu qui marche. Ça a été très bien prouvé sur le territoire de Guyane, par exemple. Voilà. Donc, nous, heureusement, nous ne nous sommes pas retrouvés dans la situation de dépassement de notre capacitaire. Parce que tout ce que je vous dis, c'est bien beau. On fait de la dignité, on ne change pas la manière de décider, on ouvre des places, on discute ensemble, etc. Mais si la vague devait nous arriver dessus, eh bien, malheureusement, nous nous retrouverions, au même titre que les copains, à devoir prendre des décisions de facto. Voilà. Mais le fait est que notre organisation a juste là permis d'éviter ça, et on verra dans le cadre d'une éventuelle troisième vague, qui, je suis désolé de vous le dire, n'est pas illusoire du tout. Voilà. Voilà pour ce qui est de notre adaptation, on va dire, à cette deuxième vague. Mais comme vous l'avez compris, cette deuxième vague, il y a deux choses fondamentalement différentes avec la première. La première chose, c'est que les taux de circulation virale sont ubiquitaires. Il n'y a pas de cluster. Vous avez vu d'ailleurs, hein, sur cette deuxième vague, on ne parle plus de cluster. On comptait les clusters en mars, hein, je vous rappelle. 42 clusters, 75 clusters, les évangélistes à Mulhouse, tout ça. Là, les clusters, ça n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus raisonner en spotting. C'est la totalité du territoire français où il y a eu une circulation. Là, cette circulation est en baisse, mais où il y a eu une circulation importante. Donc, on ne peut plus compter sur les transferts interrégions, vu que tout le monde est sur un capacitaire élevé. Donc, on se débrouille
comme on peut entre nous, avec, encore une fois, le fait que par rapport à la deuxième vague, et c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister, il n'y a pas eu de fermeture totale des activités programmées, notamment médico-chirurgicales, notamment des activités relevant d'un caractère d'urgence, c'est-à-dire, bien sûr, les activités urgentes ont toujours été faites, mais, et j'y reviendrai encore un peu après, mais par contre, ce qu'on appelle l'urgence différée, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas en urgence vitale, mais pour lesquelles le fait de prendre un délai aggrave le pronostic de la pathologie. Je pense là, par exemple, à une chimiothérapie ou à une chirurgie carcinologique, où on sait que après l'heure, c'est plus l'heure et la maladie progresse. Voilà. Donc, l'idée a été toujours dans un objectif de justice, de ne pas faire perdre de chance à des patients non Covid pour cause de Covid. Donc, il y a eu toute une filiarisation. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont venus à l'hôpital en cette période-là, mais c'est un labyrinthe, c'est-à-dire qu'il y a des trajets Covid, des trajets non Covid, il ne faut pas se croiser, on se lave les mains toutes les 5 minutes, ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Enfin bon, ça ne facilite pas les choses, il faut absolument une PCR pour être hospitalisé dans une chambre double, bref. Et donc tout ça, je vais vous l'illustrer un peu et brièvement, et ensuite je répondrai à vos questions, par la notion du don d'organes. Alors, la greffe d'organes, vous savez qu'en France, elle est gérée par l'Agence de la biomédecine, qui est une agence nationale. Et l'Agence de la biomédecine, il faut bien voir que son objectif, c'est que des patients en attente de transplantation d'organes, qui soient vitaux comme le cœur ou le poumon, ou le foie dans certaines circonstances, ou un peu moins vitaux au sens où il y a des techniques de suppléance comme le rein. L'objectif de l'Agence de biomédecine, que j'appellerai ABM à partir de maintenant, c'est que des patients en attente soient greffés. C'est logique. Eh bien, cet objectif s'est retrouvé mis à mal par la pandémie. En effet, la première chose, donc l'Agence de biomédecine a refusé de fermer le programme de transplantation d'organes à l'échelle française en disant une greffe au lieu de 20 valent mieux que 0. Par contre, certaines unités de transplantation d'organes ont décidé, dans l'évaluation du rapport bénéfice-risque pour leurs patients transplantés, de ne pas proposer, vous savez que quand on est transplanté d'un organe solide, il faut des médicaments immunodépresseurs extrêmement puissants. Mais on a moins greffé en France, malgré les consignes de l'Agence de biomédecine, et on a constaté de manière miroir une surmortalité des patients sur les listes d'attente, et notamment dans la population qui paraissait la moins urgente à transplanter, qui est la population des patients dialysés chroniques. On a remarqué que la Covid, j'ai du mal à dire la Covid, je suis désolé, donc je me force, mais ce sera peut-être le Covid, c'est peut-être le Covid un certain nombre de fois. On a remarqué que la gravité de cette maladie chez les patients dialysés était très importante, avec des chiffres de mortalité extrêmement élevés. Il y a plusieurs séries, mais aux alentours de 30% pour les patients dialysés tout venant, ce qui est monstrueux. Voilà. Et dans le même temps, on s'est retrouvé aussi avec moins de donneurs d'organes potentiels. Les greffes de vivant à vivant ont été interrompues. Et vous savez peut-être que les principaux pourvoyeurs de greffons en France sont les malades dits en état de mort encéphalique. Les principales causes d'état de mort encéphalique sont en 1, le traumatisme grave, en 2, les AVC. Et alors, du fait du confinement, des traumatisés, nous n'en avons plus vu. Ça, c'est logique, qu'on ne prenne pas sa voiture ou sa moto pendant le confinement. Par contre, il faut bien voir que pendant le premier confinement,
plus personne à l'hôpital n'avait autre chose que le Covid. C'est-à-dire qu'on se demandait où étaient passées les autres maladies, appendicite, que sais-je, crise d'asthme, etc. Toutes ces maladies qui font notre quotidien habituellement. Les patients restaient chez eux, ce qui explique aussi qu'on a vu ressortir après le confinement des patients dans des états critiques. Voilà. Donc, cette pandémie a aussi eu un impact sur tout le programme de transplantation. Et puis, il y a des choses qu'on sait mieux à la deuxième vague qu'à la première. Vous voyez, à la première vague, par exemple, le programme de transplantation rénale à Toulouse avait été fermé par principe de précaution. Mais il n'est pas fermé à la deuxième vague. Il n'est pas fermé tout simplement parce que, comme je vous le disais, on a constaté que les patients dialysés étaient très fragiles et mouraient beaucoup de la Covid. Donc, qu'il paraissait légitime dans l'évaluation du rapport bénéfice-risque de continuer à leur proposer une transplantation quand c'était possible. On a vu aussi qu'il y a eu moins de donneurs, mais aussi, et ça, on est parfaitement dans l'allocation des ressources, qui s'occupe de toute la gestion d'une procédure de don d'organes. C'est donc, M. Maury m'a présenté tout à l'heure comme coordonnateur des prélèvements d'organes. C'est donc la coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus, donc ce sont des infirmières et des médecins qui s'occupent de ça. Mais ces infirmières et ces médecins, pour la plupart, sont des médecins réanimateurs, là tous à Toulouse, et des infirmières anciennes de réanimation, pour la plupart d'entre elles à Toulouse. Et donc, comme on a ouvert des lits, il a fallu rappeler du personnel. Et donc, on a pris du personnel, comme je vous disais, on n'a pas pu former ce personnel, c'était impossible. Donc, il a fallu prendre du personnel déjà formé où il était, donc dans les salles de réveil et dans les coordinations hospitalières. Et donc, on s'est retrouvé. Alors, la coordination hospitalière du CHU de Toulouse n'a jamais fermé, a toujours été en mesure d'accompagner des projets de don d'organes. Mais il y a un certain nombre de coordinations en France qui ont fermé. Et donc, on peut penser qu'il y a des patients donneurs potentiels qui n'ont pas été qualifiés du fait de l'absence de personnes pour les qualifier. Voilà. Donc, vous voyez que c'est des dominos, quoi. Tout est en corrélation. Et donc, cette pandémie, et ce sera ma conclusion, elle a un retentissement sur les patients Covid et les patients non Covid. Jusque-là, il me semble que les médecins français, en tout cas, parce que le CCNE a bien rappelé dans toutes ses saisines, et notamment dans la dernière saisine en date sur le triage, très vilain mot issu de l'anglais, on n'est pas dans une gare, on parle d'humain quand même, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, à l'admission en réanimation, la valeur princeps, c'est la dignité de la personne. Et nulle part, et c'est bien dit dans le CCNE, dans le dernier avis du CCNE, saisi donc par Olivier Véran, nulle part, l'utilité sociale ne doit rentrer en jeu. Voilà. Donc, on a réussi à tenir bon, me semble-t-il. Moi, c'est une de mes fiertés de médecin qui s'intéresse à l'éthique, de médecin français qui s'intéresse à l'éthique. Après, il me semble que le champ de la discussion avec la société est ouvert, parce que la réalité, c'est que peut-être nous n'avons pas les moyens de nos ambitions dignitaires. Et donc ça, c'est la vraie question à poser, c'est est-ce que les moyens alloués à la santé en France en 2020 peuvent permettre d'entériner une vision toute dignitaire de l'admission et du projet de soins. Et enfin, vous voyez que même si les programmes de transplantation n'ont pas été fermés et ont été volontairement tenus ouverts avec de la publicité autour de cette ouverture, eh bien, au même titre que les autres activités en urgence vitale et en urgence différée ont été impactées, toute la filière de soins française a été impactée et donc il y a des gens qui se retrouvent en perte de chance, il faut le dire, du fait de cette pandémie. Voilà les messages importants que je voulais vous faire passer et maintenant, après avoir bu quelques gorgées, je serai prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Ducos. C'était très intéressant et très passionnant.
Et donc, du coup, là, je vais appeler les personnes qui ont déjà posé des questions dans le chat. Si, comme d'habitude, vous pourrez ouvrir vos micros s'ils marchent pour les poser. Donc, je vais laisser Calypso prendre la parole pour nous poser sa question. Oui, merci. Je vous remercie, monsieur, pour cette intervention vraiment passionnante. Ma question concernait le tout début de votre intervention sur le fait de transplanter des organes. Je voulais savoir si on pouvait le considérer comme une amélioration de la santé des individus dans le sens du courant transhumaniste. Alors, je vais vous faire une réponse en 2 points. La première, pragmatique. Et je vais prendre un exemple que je connais très bien, qui est celui de la transplantation rénale. Il faut imaginer la qualité de vie actuellement, hein, sans parler de transhumanisme, la qualité de vie d'un patient transplanté rénal, elle est, en tout cas, ce n'est pas une qualité de vie que je me souhaite pour moi, c'est-à-dire que les patients sont dépendants d'une dialyse 3 fois par semaine. Donc ça, bon, on se dit passer 4 heures dans un endroit 3 fois par semaine, certes, mais ça veut dire que quand vous partez en vacances, vous partez à côté d'un centre de dialyse, qu'il faut réserver votre place, que vous n'avez pas le droit de manger de chocolat, sinon vous faites l'hyperkaliémie, vous êtes mort, pas d'huîtres, sinon vous faites l'œdème du poumon, vous êtes mort, et qu'au bout de 20 ans de dialyse, les complications vasculaires font qu'elles mènent plus de la moitié des patients à des amputations. Donc, et la greffe rénale, au bout de 10 mois, je crois, devient rentable sur un point de vue économique, c'est-à-dire qu'un patient greffé coûte moins cher à la société après 1 an de greffe, et sur le plan de la qualité de survie individuelle, c'est le jour et la nuit. Ce sont des patients qui, bien sûr, font attention à leur santé, mais qui n'ont plus ce fil à la patte. Voilà. Donc déjà, la transplantation d'organes, sans parler de transhumanisme, elle entraîne une amélioration majeure de la qualité de vie et de la qualité de survie des patients. Pour moi, mais je n'ai pas lu de transhumanisme depuis longtemps, la notion de transhumanisme, elle viendrait dans une notion d'amélioration. Il n'est pas question aujourd'hui de faire de l'amélioration d'individus par la transplantation d'organes, du fait, première chose, de la pénurie d'organes. C'est-à-dire que nous n'avons pas assez de greffons pour transplanter des patients en défaillance d'organes. Donc, avant de les améliorer par une transplantation, si vous voulez, là, encore une fois, on est sur une notion de justice distributive. Ensuite, la transplantation d'organes ne me paraît pas être le meilleur mécanisme d'amélioration parce que, comme je vous le disais, il faut un traitement lourd pour supporter une transplantation. Et donc, ce traitement, il expose à des complications et à quand même une hygiène de vie qui ne me semble pas être la meilleure chose. Ensuite, sur les transplantations d'organes, comment dirais-je, mécaniques. Donc, vous savez qu'elles commencent et notamment les premiers cœurs mécaniques ont été implantés. Jusque-là, les cœurs mécaniques sont des thérapeutiques qui fonctionnent, mais qui fonctionnent pendant une durée donnée. C'est-à-dire qu'ils permettent d'attendre plus longtemps la greffe d'un cœur et de l'ordre de plusieurs dizaines de mois. Hein, donc, c'est un gain très, très important. C'est des gens qui seraient décédés en l'absence de cœur mécanique, mais ce ne sont pas à ce jour des solutions pérennes encore. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autres développements d'organes mécaniques, si ce n'est toute la discussion autour du sport et des lames des coureurs, etc., dans le style d'Oscar Pistorius. Voilà. Voilà. Après, je ne suis pas un grand spécialiste du courant transhumaniste, mais il y a encore pas mal de choses à ce jour qui sont de la science-fiction. Merci Je beaucoup vous pour votre remercie. réponse. Et je vais donner la parole à Robin Santi. Excuse-moi. Je te laisse allumer ton micro.
Oui, bonjour monsieur. Merci beaucoup pour l'intervention. Je t'en prie. Vous avez parlé des directives anticipées au début. Euh, je me demandais s'il fallait qu'elles soient formalisées euh, très précisément avec enfin, je sais pas, une formulation précise pour qu'elles soient prises en compte par le médecin, ou si la simple expression de la volonté du refus de soins matérialisée d'une façon ou d'une autre suffit à être considérée, quoi. Alors, je vais vous faire deux réponses. La première, c'est une réponse légale où il n'y a pas de guidelines de rédaction. La loi propose, et ça a été édicté par la Haute Autorité de Santé, deux modèles de directives anticipées. Un modèle selon lequel on ne se sait pas atteint d'une maladie chronique et un modèle selon lequel on se sait atteint d'une pathologie chronique. Pourquoi cette différence? Parce que les patients atteints de pathologies chroniques, notamment de pathologies incurables, et la première à laquelle je pense, c'est la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, qui est une maladie qui va avec une évolution neuromusculaire jusqu'à une asphyxie, et donc les gens savent que leur modalité de départ sera un étouffement. Et donc, on peut discuter en amont, si vous voulez, du niveau d'assistance qu'ils sont prêts à accepter. Ventilation non invasive, ventilation invasive, trachéotomie, ventilation à domicile. Mais là, on est dans le cadre de patients extrêmement experts. Les autres patients experts, c'est ceux qui sont déjà passés en réanimation, qui savent les souffrances inhérentes à la réanimation et donc qui peuvent se positionner en experts. Mais ça, c'est une frange très faible de la population française. La loi, elle nous dit que nous devons suivre les directives anticipées, sauf deux cas. Le premier, c'est l'urgence vitale. Ça, vous le comprenez, l'urgence le doute bénéficie à la réanimation, c'est-à-dire qu'on est toujours à temps d'arrêter une réanimation commencée chez un patient dont on découvre secondairement des directives anticipées, plutôt que de dire « Ah ben non, tant que je n'ai pas vu les directives anticipées, je ne réanime pas ». Hein, ça se joue à la minute, quelquefois à la seconde chez nous, donc on n'a pas vraiment le temps d'attendre. Et l'autre situation je vais essayer de répondre à votre question dans ce cadre-là, c'est des directives anticipées que l'on dirait manifestement inappropriées. C'est la terminologie exacte de la loi. Et donc là, c'est laissé à l'appréciation du médecin, sauf que le médecin a l'obligation légale de faire une procédure collégiale pour passer outre ces directives anticipées. En pratique, moi, ce que je crois, c'est que plus les directives anticipées sont précises, plus elles sont rédigées par un non-expert, j'entends, parce que, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas sûr qu'on ait la même expertise dans la rédaction de directives anticipées concernant des thérapeutiques de réanimation, que ce soit vous ou moi. Et encore, moi, je m'estime moins expert que mes patients parce que je suis du bon côté de la blouse. Moi, je n'ai jamais eu le tube dans la bouche, etc. Mais bon, je sais de quoi on parle déjà, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la population générale. Le problème, c'est que plus elles vont être précises, plus elles vont s'exposer au risque d'être manifestement inappropriées. Donc, moi, il me semble que la directive anticipée, elle doit surtout être le reflet de l'état d'esprit et de la volonté concernant la fin de vie au sens large. Et pour moi, une directive anticipée, ce serait la valeur de vie est importante pour moi. Hop là, vous m'entendez? Oui, pardon. La valeur de vie est importante pour moi. Je souhaite être réanimé quoi qu'il en coûte. Ou ma valeur de qualité de vie est importante pour moi. Je ne souhaite pas être réanimé si je devais ne plus pouvoir être en état d'exprimer mes volontés, par exemple. Et vous voyez, ce sont des choses qui sont médicalement très larges, mais qui, pour moi, médecin, me paraissent répondre à la question que je leur pose, c'est-à-dire dans quelle philosophie, je m'adresse à des philosophes, dans quelle philosophie de pensée ont-elles été rédigées? Voilà. Mais ça, c'est un avis qui est encore très personnel. Merci beaucoup pour la réponse. Je vous en prie. Je vais maintenant laisser la parole à Lélia pour sa question.
Merci pour l'intervention. Moi, je me posais une question. Vous avez parlé de troubles confusionnels qui pouvaient advenir après une réanimation. C'était savoir la part des patients qui avaient ce genre de troubles. Et pour rebondir sur la question sur les directives, est-ce que des directives orales données à une personne de confiance désignée, est-ce que ça a la même valeur que des directives écrites? Alors, je réponds point par point, ça vous va? Première chose, le délirium de réanimation, qui est une maladie aiguë en réanimation, c'est une maladie qui est mal connue, qu'on commence à définir depuis une dizaine d'années à peu près. Et donc, l'incidence de cette maladie est pas encore vraiment avérée, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est nul pour la dépister. Et plus on trouve des moyens précis de la dépister, plus l'incidence augmente. Actuellement, les incidences qu'on retient, c'est aux alentours de 50% des malades de réanimation, mais il y a des études qui vont dire jusqu'à 80%. Donc ça, c'est pour moi la majorité de mes malades. Ce syndrome confusionnel, ce délirium de réanimation, ce n'est pas une maladie psychologique et psychiatrique. Même si sa manifestation est un syndrome confusionnel. Donc un syndrome confusionnel, c'est une désorientation temporospatiale, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que je fais là, j'ai des hallucinations visuelles mais que je critique, c'est-à-dire que je sais bien que cette personne n'est pas dans ma chambre, mais je la vois quand même, donc c'est hyper angoissant. Et l'expression de ça, c'est souvent une angoisse importante, dans 15% des cas une agitation psychomotrice qui met en danger les patients, parce qu'ils s'arrachent tout. Et voilà. Ça n'est pas une maladie psychologique. Elle est reliée à la gravité de la maladie, à l'inflammation, aux causes infectieuses, à la profondeur et au degré de sédation utilisé. Donc, et surtout, les imageries cérébrales et les électrophysiologies cérébrales des patients en délirium ne sont pas les mêmes que les patients non en délirium. Donc, c'est une maladie neurologique. Voilà. Cette maladie neurologique, elle récupère dans la plupart des cas, mais on s'aperçoit désormais qu'elle ne récupère pas dans 100% des cas comme on le croyait. Et là, les seuls chiffres que j'ai à vous donner, ce sont des chiffres chez la personne âgée, qui est la personne la plus vulnérable à ce genre de pathologie. Et c'est malheureusement aux alentours de 30% à 1 an des patients de plus de 80 ans sortis de réanimation. Voilà. 30% des malades qui ont fait un délirium en réanimation gardent des troubles cognitifs à distance, donc à 1 an. Voilà, mais ça, après, je vous dis 30%, mais si c'est 20 ou 40, c'est la même chose. Ça dépend un peu des études, ça dépend des échelles qui sont utilisées. Donc, ça n'est pas une parole d'évangile, mais c'est tout ça pour dire que c'est un volume non négligeable de patients et que ça va être un problème de société qui va arriver. Votre deuxième question sur les directives anticipées. Là, la réponse, elle est claire, c'est non. Ce que je dis oralement à une personne de confiance désignée n'est pas une directive anticipée. La directive anticipée, elle est fixée par la loi Claes-Leonetti. C'est un papier daté, signé, révocable à tout moment, qui n'a pas de limite de validité dans le temps et qui est entreposé là où vous le souhaitez. D'accord ? Dans la loi Claes-Leonetti, la décision, elle est partagée avec le malade conscient ou avec l'expression de ses volontés. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un patient conscient et bien sûr compétent, c'est-à-dire pas confus, en face de moi, je me dois de l'informer, de lui apporter une information claire, loyale, exhaustive, qui va lui permettre de me donner un consentement éclairé. Et donc, nous prenons ensemble la décision du projet de soins et du niveau d'engagement thérapeutique. Si mon patient n'est pas conscient ou pas compétent, je fais la même chose avec ces directives anticipées écrites. Elles sont donc opposables à ma décision. C'est-à-dire que si je décide de ne pas les suivre, je dois faire une procédure collégiale et je m'expose au procès pour obstination déraisonnable. S'il n'y a pas de directive anticipée écrite, la décision, elle est médicale, donc on n'est plus dans le paradigme de la décision partagée, elle est médicale, mais elle est centrée autour de la volonté exprimée du patient auprès de sa personne de confiance, dont la parole prévaut sur toute autre parole non médicale, et en l'absence de personne de confiance auprès de sa famille. Voilà.
J'espère que c'est clair pour vous. C'est en fait des étapes, mais entre la rédaction des directives anticipées et l'expression orale des directives anticipées, on change de paradigme. On n'est plus dans la décision partagée et donc dans la décision opposable, on est dans la décision médicale. Et l'affaire Vincent Lambert vous a bien montré que la décision médicale peut être prise en désaccord avec la famille, au risque bien sûr de suite judiciaire, mais à la fin, même si ça a mis un peu 10 ans de trop cette histoire-là, à la fin, c'est aux yeux de la loi, c'est comme ça que la loi est rédigée, c'est la décision médicale qui prévaut. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est la dernière question écrite qu'on a. Après, on a un peu. Alors, il y en aura d'autres après. Je laisse la parole à Titouan pour la question qu'il a à poser. Donc, je tiens également à vous remercier pour cette intervention extrêmement intéressante. Je voudrais revenir sur la question de la priorisation des patients en réanimation. Vous avez évoqué donc l'exemple du policier, de la personne âgée, etc. Et j'aimerais savoir comment concrètement, en France, les médecins ont priorisé les patients. Donc, parce que vous avez parlé donc, de l'avis du CCNE qui est léger, si on peut dire, si je puis dire ça comme ça. Donc, comment concrètement, en France, on a priorisé les patients? Je n'ai pas la réponse à votre question, parce qu'à Toulouse, on a fait comme d'habitude. C'est-à-dire que nous n'avons pas été dans la situation de prioriser des patients. Là, actuellement, à ce jour, j'ai un patient de près de 90 ans hospitalisé en réanimation pour une maladie Covid, avec un niveau d'assistance assez élevé, 3 malades de plus de 80 ans et d'autres malades plus jeunes mais vulnérables. Donc ça, c'est le seul exemple que je puisse vous donner. Et nous, justement, alors c'est une réponse de Gascon, hein, je l'entends, mais nous avons fait le maximum pour nous retrouver dans une situation qu'en fait, à mon sens, je vais être très franc avec vous, nous ne savons pas faire ça. Nous ne savons pas prioriser ces malades-là. Parce que ça n'est pas du tout... donc là, je vais passer pour un philosophe de comptoir, hein, mais c'est probablement un peu le cas. Mais on est des enfants des Lumières, c'est-à-dire que notre société vit dans le paradigme de la dignité humaine, de l'individu avec une valeur, et on n'est pas prêt à l'échelle individuelle. Si vous voulez, moi, la société, juste avant cette pandémie, notre société, me demandait de lui foutre la paix. La loi Claes-Leonetti, elle est poussée par des lobbyistes, et notamment l'association au droit à mourir dans la dignité, qui sont des lobbying pro-euthanasie, d'accord? Et donc, on était poussé à dire, les médecins, vous prenez trop de décisions pour nous, enfin, vous vous acharnez trop sur nous, laissez-nous partir en paix. Et alors, bizarrement, moi, j'ai toujours été convaincu qu'on était là face à un discours de lobbying. Depuis mars, et c'était extrêmement vrai en mars, les patients nous disaient, mais je vous jure, docteur, je vous jure, si j'ai besoin de réanimation, il faut me prendre en réanimation. Hein. Je suis actif. Hein. D'accord, je suis un peu gros, j'ai un peu de ventre, mais je vous jure, je suis actif. Hein. Et puis, je vous jure, j'arrêterai de fumer après. C'est-à-dire que la société, elle n'est pas du tout prête à laisser partir un individu par rapport à un autre. Je vais vous prendre un autre exemple. Dans mes amis, dont aucun n'est médecin, on m'expliquait sur nos discussions WhatsApp que y avait quand même une forme de logique à dire que une mort d'un patient de plus de 70 ans était plus acceptable que la mort d'un patient de 35 ans. Et ma réponse a été de leur dire, d'accord, je l'entends, c'est une question morale, donc moi, je n'ai pas à juger cette question-là. Je l'entends, mais on en reparlera quand on n'intubera pas ton père parce qu'il est retraité pour lui préférer un flic alcoolique de 35 ans. Voilà. Et la question, elle est là. La question est là. Donc, moi, je peux vous dire, et ça, je suis droit dans mes bottes, c'est pas un gros mensonge, à Toulouse, nous n'avons pas priorisé. Parce que nous n'avons jamais été dans cette situation-là. Comment ils ont priorisé à Colmar et à Mulhouse, s'ils l'ont fait, ils ont fait le maximum pour ne pas le faire, et ensuite, ils l'ont fait sur les vulnérabilités, et la première étant l'âge, clairement. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour votre honnêteté. Je vous en prie. Alors, nous avons une question de Sarah Chic
mais je crois qu'elle n'a pas de micro, si je me rappelle bien, ou que c'est qu'il ne fonctionne pas. Donc, je vais vous lire ces deux questions. Pour commencer, elle vous remercie pour votre intervention précieuse. Et du coup, elle vous demande quels moyens faudrait-il au minimum pour mettre en place pour améliorer la formation et la quantité des ressources disponibles en réa? Et aurait-il fallu, lors du déconfinement, restreindre la circulation des personnes entre régions en France? Alors, je n'ai la réponse à aucune des deux questions. Mais je vais essayer d'amener des éléments. Pour ce qui est de la deuxième question de l'épidémiologie, il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui parlent, qui en savent peut-être pas tous autant. Moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout dans les modélisations. Ça, c'est une question qu'il faut poser à des épidémiologistes qui font de la modélisation. Moi, je n'ai pas assez d'éléments pour dire ça. Maintenant, nous ne sommes pas un pays insulaire. Les seuls pays qui ont réussi à restreindre de manière drastique la circulation virale, c'est la Nouvelle-Zélande et l'Islande, en fermant leurs frontières. Donc, si la question c'est de dire est-ce qu'on aurait pu laisser les hauts taux de contamination en Île-de-France et dans le Grand Est, je pense que c'est illusoire de le penser. Et on voit qu'actuellement l'Allemagne, qui a été citée en exemple tout au long de la première vague, galère un petit peu à déconfiner parce qu'ils ont une circulation virale très active, malgré le fait que les Allemands sont bien plus élevés que nous, bien mieux élevés que nous, et ont une idée de la société beaucoup plus haute par rapport à l'individu que nous. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle. Et voilà, ça c'est pour la question épidémiologique. La question de la formation. La question de la formation, il faut voir que la politique de santé en France, elle va vers une mutualisation des moyens à but de réduction des dépenses. Ça fait 40 ans que ça dure. Et il faut voir qu'une journée en réanimation coûte à la société 4 000 € minimum. 4 000 € par patient par jour en réanimation. Donc, la réanimation, c'est un gouffre financier pour l'hôpital et pour les cliniques, bien sûr. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus en public qu'en privé, d'ailleurs. C'est un gouffre financier, c'est une première chose. C'est à la fois aussi quelque chose qu'on essaie de restreindre parce que il faut un taux d'occupation à 100% pour qu'il y ait une forme de rentabilité économique. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut avoir 15 000 places de réanimation avec des services vides en attendant, comme dans le désert des Tartares, quelque chose qui ne vienne jamais? Probablement pas. On n'a pas les moyens de faire ça. Et ensuite, pour la question de la formation, des anesthésistes réanimateurs, il en manque 2000 en France. C'est la profession médicale la plus désertée. Et ça, c'est le fruit de politiques de santé antérieures et de régimes d'assurance assez délirants. Des médecins, il en manque globalement. Des infirmières, il en manque et on les vire des hôpitaux parce qu'encore une fois, ce qui coûte cher à l'hôpital, c'est l'humain. Et donc, quand on veut faire des économies sur un mode, je voudrais dire industriel, c'est les humains qu'on vire. Donc, ce qu'il faut changer, c'est tout le système de pensée autour du rapport coût-efficacité de la santé. Voilà. Et après, on pourra parler de faire de la formation, etc. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est au tour de Madame Egea. Alors, je ne sais pas si elle a un micro. Madame Egea. Bonjour, Madame Egea. Isabelle n'a pas de micro, semble-t-il. Si, ça y est. Ah, est-ce que vous entendez? Oui. Bonsoir, Guillaume. Merci beaucoup. J'ai l'impression de détonner un peu dans ce public jeune, mais je suis ravie d'avoir partagé cette expérience avec vous tous. Moi, j'ai une question peut-être futuriste, puisque je suis déjà sur la gestion de l'après-crise. Et j'aurais bien aimé avoir votre point de vue en tant que réanimateur sur la prise en compte de... Enfin, je pense que pour tout patient qui vit un séjour en réanimation, il y a cette éventualité de la survenue du risque de syndrome de stress post-traumatique qui n'est pas anodin, hein, on l'a vu. Et du coup, je voulais savoir si il va y avoir une réflexion là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être pas la priorité du moment, mais alors bon, si, mais en fait, nous, encore une fois,
Alors, la chance, entre guillemets, pour les réanimateurs que nous sommes de cette pandémie, c'est que ça nous met au centre de la lumière. Et donc, il y a des choses qu'on demande depuis bien longtemps et on n'est pas écouté. Et là, dans les choses qu'on demande depuis bien longtemps, c'est la réalisation d'une consultation post-réanimation. Consultation qui a vocation justement à 6 mois puis à 1 an de faire le point des choses et pouvoir dépister des complications spécifiques de la réanimation. Donc il y a bien sûr les tests de marche, la renutrition, mais aussi, et pour moi surtout, parce que c'est le point qui m'intéresse, les syndromes de stress post-traumatique et pouvoir créer des filières, même des filières de recherche, parce qu'il y a au final peu de choses qui sont écrites dessus. Donc peut-être que cette pandémie nous offrira des moyens et donc cette possibilité, encore une fois, parce que juste là, la société, elle s'en foutait de la réanimation, elle s'en foutait parce qu'elle ne voulait pas la voir, parce que c'était là qu'on mourait, et donc ils y restent, mais surtout, on n'en parle pas. Le fait est que ça a explosé au visage de tout le monde, la présence de la réanimation, la mortalité de la réanimation et la morbidité de cette réanimation, et donc, si vous voulez, ça me paraît légitime d'envisager des filières post-réanimation. Mais encore une fois, pour ça, il faut des gens, donc notamment des médecins pour faire ça. Et nous, par exemple, à l'échelle locale, on n'a pas du tout les moyens médicaux de faire ça. Et c'est bien dommage. Voilà. Ouais. Mais peut-être, ça fait partie des projets. Il y a un projet qui est déjà écrit par le docteur Fanny Boone, qui est une de mes collègues de l'hôpital Rangueil. Il y a des choses qui sont clairement sur table, avec notamment des applications pour téléphone, pour déjà pré-remplir un certain nombre de choses, pour que la consultation soit la plus efficiente possible, justement pour pouvoir gagner du temps soignant et pouvoir voir plus de malades. Vous voyez, il y a déjà toute cette réflexion qui est menée, mais ce sera encore une fois, je suis désolé de vous le dire, une question de moyens. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Merci en tout cas pour cette présentation super intéressante. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, il nous reste une dernière question de Myriam. Si vous avez le temps, je sais que vous êtes un peu... Enfin, vous commencez à 18h, si vous avez le temps encore. Ouais, il faudra juste que je vous laisse. Oui, mais j'ai le temps pour une question, bien sûr. Très bien. Eh bien, Myriam, je te laisse ouvrir le micro. Vous m'entendez? Très bien. Oui, c'est bon. Bonjour, alors moi je suis étudiante de WM2 éthique et en fait je voulais juste rebondir sur la question de Titouan sur la priorisation des patients. Alors moi je suis issue d'une licence de droit, donc je n'aurai pas la présomption d'expliquer comment ça a été fait dans les faits, cette priorisation dans d'autres régions. Mais je sais qu'il y a 2 documents qui sont sortis lors de la première vague de cette année de Covid. Donc un document de l'ARS d'Île-de-France qui s'intitulait Décision d'admission des patients en unité de réanimation et unité de soins critiques dans un contexte d'épidémie à Covid-19. Il y a également eu une recommandation professionnelle multidisciplinaire opérationnelle, donc une RPMO, qui est intitulée Aspects éthiques et stratégiques de l'accès aux soins de réanimation et autres soins critiques en contexte de pandémie Covid-19, avec une mission, donc la mission COREB, qui est la mission de coordination opérationnelle risque épidémique et biologique, qui a participé. Et en fait, ces 2 documents qui sont consultables en ligne et que, si tu veux, Titouan, je pourrais toujours te faire suivre, ont posé une échelle de fragilité clinique, donc un CFS, c'est Clinical Frailty Scale, donc pour évaluer en fait la fragilité clinique des différents patients, et l'âge est un des critères, mais ce n'est pas le seul critère pour choisir quel patient prioriser. Alors après, moi, je ne sais pas à quel point ça a été suivi ou non, à quel point ça a été appliqué ou non. Ces recommandations, en fait, madame, la CFS, c'est une échelle qui est antérieure à la pandémie. Oui, et si vous voulez, qui a été mise en lumière surtout pour sa simplicité d'utilisation par des médecins non gériatres. La question, ça a été, la question qui préside à la décision d'admission en réanimation, c'est quelle est la vulnérabilité, quelle est la ressource et la réserve physiologique du patient, parce que si on prend un patient qui n'a pas de réserve physiologique, ce qu'on lui demande comme réserve en réanimation est trop élevé et il ne pourra pas le faire. Donc en pratique, ces recommandations
je ne suis pas sûr qu'elles répondent à la question de Titouan, parce qu'elles sont reprises en fait largement dans la saisine du CCNE, et elles rappellent les grandes valeurs qui président à la décision en France, qui sont les valeurs de la loi Claes-Leonetti. Elles proposent une aide à la décision par le CFS, voilà, mais elles remettent toujours la dignité au sens de l'autonomie du patient, au sens de l'expression de sa volonté en premier. Voilà. Donc, c'est un encadrement, c'est effectivement l'encadrement professionnel qui nous a été proposé initialement. Hein, c'est ma société, je suis anesthésiste, donc c'est la SFAR qui a été à l'instigation de ce document. Le document de l'HAS reprend, ou de l'ARS Île-de-France reprend largement et reprend même les schémas de la proposition de la SFAR. Malgré tout, ça ne répond pas à la question de comment on l'a fait en pratique, parce que quand on a dit ça, on a tout dit, on a dit tout le cadre, mais on n'a pas apporté de réponse pratique au décideur à 3 heures du mat qui a 5 patients et un seul lit. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, il y a eu des documentations, et là où moi je suis fier d'être un médecin français, c'est que dans tous ces documents, et je pense que c'est un peu là-dessus que Titouan m'attendait, dans tous ces documents, on a continué à dire que ce qui était important, c'était la valeur dignité. Voilà. Il faut bien voir que moi, de mon positionnement de référent éthique en réanimation au CHU, avant chaque vague, j'ai tous les hôpitaux périphériques qui m'ont appelé en me disant, bon, en gros, à quel âge vous n'allez plus intuber les malades au CHU, que je l'écrive dans mon protocole. Vous voyez la dimension, c'était ça la dimension. Et notre travail dont je parlais d'acculturation a été de dire, désolé les gars, mais ça va être plus compliqué que ça. C'est-à-dire que pour chaque malade, il va falloir faire une évaluation du bénéfice-risque individuel, singulier, centré autour de ce que le malade veut. Voilà. En s'aidant, bien sûr, du CFS, mais on peut aussi s'aider du test de marche, on peut s'aider du MMS, des échelles de la polymédication, je veux dire des échelles, notamment chez la personne âgée de plus de 80 ans, on en a plein. Mais il n'y en a aucune qui nous dise, à partir de tel niveau, le pronostic est celui-là. Voilà. Entre les deux, il y a l'aléa qui fait la beauté de notre métier, la singularité de la personne et la difficulté de la décision. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, on va clôturer les questions ici. Docteur Ducos, je vous remercie énormément pour cette intervention. C'est moi, je vous remercie pour l'invitation. On essaiera d'en faire d'autres pour essayer de trouver des sujets intéressants. Et je vais laisser la parole à Amélie pour clôturer notre semaine de séminaire de recherche. Merci beaucoup. Donc, je réitère, merci Monsieur Ducos pour votre intervention. Effectivement, c'était particulièrement intéressant. C'était très bien organisé. Vous avez très bien scindé tous vos propos, donc c'était très compréhensible. Du coup, moi, je vais faire des remerciements un petit peu plus généraux. Je vous remercie tous d'avoir été présents pendant toute la semaine. On sait que c'était un format un peu inhabituel. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait un séminaire de recherche, un intervenant par soir, tous les soirs pendant 5 jours, puis par Zoom en plus de ça. Donc, vous êtes tous soumis un petit peu aux conditions qu'on était obligé de poser vu le contexte sanitaire. Donc, on vous remercie pour ça. On vous remercie. On avait une moyenne de entre 40 et 70 participants par soir en fonction des disponibilités. Donc, c'est vrai que ça fait du monde. Et c'est bien de voir que autant de gens sont intéressés par des sujets qui peuvent paraître un petit peu délicats et qui, à notre sens, en tout cas, c'est pour ça qu'on a organisé ce séminaire, sont particulièrement importants, dont il faut discuter, dont il faut parler, sur lesquels il faut se renseigner. Parce que savoir, c'est pouvoir, comme dit un adage très populaire que tout le monde utilise, et qui finalement est crucial en cette période. Savoir et savoir bien sourcer, c'est important. Écouter aussi et comprendre, partager différents points de vue. Je pense que c'est la force et l'essence même de ce master, du master éthique. Avoir compris que l'interdisciplinarité fait beaucoup dans ce genre de domaine et que la richesse vient aussi des domaines qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Je pense que tous ceux qui ont pu assister, que ce soit à quelques interventions ou à la totalité du séminaire, rejoignent un petit peu le bon propos ou sont complètement à contre-courant. Mais ça serait particulièrement étonnant que vous ayez donc fait les 5 soirs. À ce compte-là, peut-être envoyez-moi un mail pour partager le propos. Ça peut être intéressant aussi de débattre sur ce point-là. Mais du coup, je vous remercie pour ça. J'espère qu'on aura pu vous apporter, à défaut peut-être de connaissances, si certains les avaient déjà,
des informations, des rappels, des rafraîchissements. Et si vous avez, donc du coup, je réitère pour la bibliographie, on va recontacter tous les intervenants. Il faut savoir que pour ce qui est des supports, le support de Haute Brunel notamment, il sera directement disponible sur le replay, c'est-à-dire que comme toutes les sessions ont été enregistrées, elles seront disponibles. On vous fera savoir quand elles le seront et sur quelle plateforme. Vous pourrez y accéder à ce moment-là. Au même moment, je pense que nous aurons la bibliographie qui sera complète. Donc, si ça venait à vous intéresser, je pense très sincèrement que le comité va faire un mail groupé à tous les participants. Si ça venait à ne pas vous intéresser du tout, il n'y a aucun souci. Il faudra juste supprimer le mail de votre boîte mail. Mais je pense que ça sera un petit peu compliqué de trier. On a eu beaucoup d'inscriptions. C'était très, très agréable d'ailleurs. Mais donc, vous aurez la bibliographie. Chaque intervenant nous fera savoir et nous-mêmes vous ferons savoir quels sont les ouvrages, soit que nous conseillons, soit que nous avons utilisés, qui pourront, à mon avis, être pertinents, tout particulièrement pour les étudiants qui sont en rédaction de mémoire et qui pourraient s'en servir en bibliographie. Voilà, je pense que... Alors, j'ai une question disponible pour les autres communautés universitaires. Peut-être Madame Bastiani peut m'aider à répondre à cette question-là que je ne comprends pas forcément. Moi non plus. Parfait. Donc, non. Si, pour la bibliographie, soit pour la bibliographie ou pour les replays de séminaires peut-être. Donc, la bibliographie sera envoyée. Oui, ça ne sera pas limité uniquement aux étudiants du master. Oui, Tous les participants les auront. Évidemment, ils seront absolument accessibles. Il n'y aura aucun problème. J'ai des mails qui m'ont demandé soit des supports, soit les replays. Déjà, vous y aurez accès sans problème, évidemment. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Si c'est le cas, je vais demander aux trois autres organisateurs de me le dire. A priori, non. Donc, je vous remercie à tous encore une fois pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je pense que c'est à propos de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année dans la mesure du possible. Bon courage pour les étudiants qui sont en partiel. Bon courage pour les professeurs qui devront les corriger en suivant. Et à tous les professionnels de santé qui ont été là toute la semaine, qu'ils soient retraités ou pas. Merci, quitte à faire un peu cliché. Et bon courage aussi parce que je pense qu'en cette période, c'est nécessaire pour tout le monde. Je vais vous laisser vous déconnecter de vous-même parce que l'organisation du séminaire doit rester encore un petit peu. Je vous laisse quitter la conférence Zoom en vous souhaitant une excellente fin d'année. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.